Chers amis et camarades, l'objet de cette formation, c'est le lien entre les luttes et la pensée marxiste à travers l'œuvre de Paul Bocara. Dans le petit livre que vous avez devant vous, 12 leçons sur l'économie et sur l'anthroponomie, paru au temps des cerises, il y a 9 leçons sur l'économie et 3 leçons sur l'anthroponomie que nous ferons peut-être les dernières une autre fois. Bon, c'est moi-même, Catherine Mills, qui fait cette présentation, qui est maître de conférence honoraire à l'Université de Paris 1, et donc c'est moi qui ai édité l'ouvrage au temps des cerises. Lors de la première séance, nous avons présenté quelques moments économiques de l'œuvre. Nous avons présenté la théorie de la suraccumulation et de la dévalorisation du capital et ce qu'on appelle le capitalisme monopoliste d'État. Puis nous avons présenté la théorie sur les cycles longs et la crise du capitalisme monopoliste d'État. Et enfin, nous avons présenté une nouvelle création monétaire, un nouveau crédit, jusqu'à une monnaie commune mondiale, un autre rôle de la Banque centrale européenne et une autre mondialisation. Ça a été enregistré. Et si vous l'avez pas reçu, voilà. J'ai les textes d'ailleurs, si vous le souhaitez, taper. Pour cette deuxième séance, les thèmes à traiter seraient, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas tout traiter, seraient premièrement notre théorie de la régulation. On participe à ce qu'on a appelé une école marxiste de la régulation. Puis de nouveaux critères de gestion des entreprises, puis la révolution informationnelle, et enfin une sécurité d'emploi ou de formation. Ce sont les 4 apports principaux de Paul pour cette deuxième séance. Alors j'ai choisi, parce que je ne pouvais pas tout traiter, j'ai tout étapé par ailleurs, mais j'ai choisi de traiter premièrement, de nouveaux pouvoirs bonjour. Bonjour. Voilà. Je viens juste de commencer. Est-ce que c'est possible que vous laissiez votre nom, votre adresse? Voilà. Donc je vais traiter premièrement de nouveaux critères de gestion des entreprises. Et deuxièmement, une sécurité d'emploi ou de formation. Première chose, de nouveaux pouvoirs des salariés dans les gestions des entreprises. Ce mouvement économique répond au caractère trop macroéconomique des théories. Paul Bocara va élaborer de nouveaux critères de gestion d'efficacité sociale des entreprises et développe la régulation du capitalisme au niveau concret des entreprises. Cette approche met en cause la régulation du capitalisme par le taux de profit. Le contexte, le programme commun de la gauche en 1972 avait conduit à l'arrivée au pouvoir de Mitterrand en 1981, mais avec le renversement du rapport de force, la domination du PS et le caractère minoritaire des 4 ministres communistes. Ce programme contenait la nécessité de nouvelles nationalisations. Mais la question restait comment le gérer de façon tout à fait nouvelle. Un changement de rapport de propriété ne suffit pas. Il faut un nouveau régulateur. De même, une transformation au sommet de l'État ne suffit pas. Il faut des pouvoirs nouveaux et d'autres critères de gestion des salariés dans les entreprises, c'est-à-dire une transformation radicale. Et pas seulement plus de nationalisation
et un État plus démocratique. D'autres pouvoirs des salariés dans les entreprises. C'est un défi énorme parce que la gestion des entreprises, c'est un domaine concret qui n'était pas traité par le marxisme. Cela posait des problèmes terribles, notamment en Union soviétique où il a fallu gérer les entreprises car l'héritage de Marx dans ce domaine était quasi inexistant. Il y a quelques indications dans le Capital qui évoquent des travaux qui seront faits après. La gestion des entreprises, c'est autre chose que l'économie dans son ensemble. Ce ne sont pas les mêmes concepts ni les mêmes réalités. Cela exige une théorie critique radicale inscrite dans les analyses de Marx, mais ce domaine concret immense de la gestion doit tenir compte des instruments techniques existants de gestion pour les transformer et s'émanciper des critères de rentabilité capitaliste. Dans la crise systémique ouverte fin des années 60, début des années 70, monte ce que Paul a appelé la suraccumulation du capital par rapport aux limites du profit. C'est la baisse du taux de profit, de la valorisation du capital, moins de profit, perte, effondrement. Il s'agit dans cette approche de dépasser le critère de rentabilité, c'est ce qui est le rapport profit sur capital. Ce rapport-là, profit sur capital, domine la gestion des entreprises. Mais il ne s'agit pas de nier le problème, comme dans les gestions rudimentaires des entreprises soviétiques. Paul Bocara propose donc ces nouveaux critères face à la suraccumulation dans le cadre de la phase dépressive du cycle de longue période que nous avons vu la dernière fois. Ce serait une très grande force pour la régulation du système. Au lieu du seul régulateur du taux de profit, c'est-à-dire le rapport profit sur capital, Bocara privilégie un nouveau critère qui est le rapport valeur ajoutée sur capital. La valeur ajoutée, c'est l'ensemble des richesses produites par les salariés, qui se répartit entre salaire et profit. Elle comprend les salaires, les impôts, les cotisations, les profits. Bocara met en avant la valeur ajoutée à l'opposé du type de régulation capitaliste qui majore le capital en augmentant les machines pour remplacer les travailleurs-travailleuses. Cette majoration du capital favorise la recherche de la rentabilité parce que plus de profit pour un même capital, cela permet d'accumuler un plus gros capital à partir de ce profit. Cependant, Bocara montre que la révolution technologique en cours, la révolution informationnelle, pousse à économiser le capital et non pas à l'augmenter. Économiser le capital, pas simplement économiser les matières premières et l'énergie, ce qui est très important et qui monte bien sûr avec la crise écologique. Au lieu d'augmenter le capital en faisant pression sur les travailleurs, travailleuses, leur salaire pour le profit. À l'inverse, il faut économiser le capital en développant les salariés, leur formation, leur capacité. D'où il propose un nouveau critère qu'on appelle d'efficacité sociale, où on développerait l'efficacité du capital VA, valeur ajoutée, sur C, capital, en économisant le dénominateur. C'est dommage qu'on n'ait pas on économiserait le dénominateur au lieu de l'augmenter, et au contraire, on montrerait la valeur ajoutée par rapport au capital. On aurait moins de profit et davantage de ce qu'on appelle la valeur ajoutée disponible pour les travailleurs
leur formation, leur temps libre, pas seulement leur salaire. Bon, je m'arrête un peu là, parce que comme c'est compliqué, c'est vrai, je sais, c'est difficile. Comme c'est compliqué, il serait bien que vous notiez les termes que vous ne comprenez pas. C'est normal. Moi, je suis économiste, c'est normal. Vous notiez les termes que vous ne comprenez pas afin d'approfondir. Tu peux répéter la valeur ajoutée, c'est le profit, les salaires et les salaires. C'est ça, la valeur, pardon? Pas les investissements. Non, justement, l'investissement, ça fait partie du capital. Même s'il y a des investissements productifs. Donc, la valeur ajoutée, c'est, en gros, la valeur ajoutée, c'est un exemple un peu simple. Si vous êtes boulanger, la valeur ajoutée, c'est le pain moins la farine. C'est-à-dire, ce que vous avez produit comme richesse, le pain, et ce que vous vous avez ce qu'on appelle des consommations intermédiaires. Vous êtes obligé d'avoir la farine, c'est ça. Donc, ça veut dire ça, la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, à son tour, elle est répartie entre salaire et profit, mais aussi cotisation, impôts, etc. Donc, cette valeur ajoutée, elle est répartie comme ça. Salaire, profit, cotisation, impôts. Dans ce contexte-là, tu fais allusion à l'impôt sur le revenu payé par les travailleurs ou à un impôt de la société payé à l'État? Alors, c'est les impôts, non, ce sont les impôts, attends, est-ce qu'on a des feuilles, là? Je peux vous passer, moi j'ai des feuilles, si vous voulez, pour mettre, pour marquer, Moi j'ai une question. Alors, donc, attends, Vas-y, continue. est-ce que je vais répondre? Oui, non, c'est les impôts, ce sont les impôts qui sont payés par l'entreprise. Dans ce cas-là, c'est pas les impôts payés par les salariés. Vas-y. Eh ben, depuis que je fais propos tout ça, et puis surtout dans les propos de Frédéric, il y a beaucoup d'expressions économiser en capital, puis tu as utilisé. Eh ben, pour moi, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Eh ben, ça veut dire que, au lieu, dans le système capitaliste, le but, c'est d'augmenter le capital pour faire des profits. Oui, c'est ça le système capitaliste. C'est-à-dire, c'est d'acheter des machines, et de virer les salariés. C'est ça, le mode de production capitaliste. D'accord, ça. Et donc, ce qu'on appelle économiser le capital, ça veut dire, par exemple, dans le capital, il peut y avoir, dans le langage économique banal, il peut y avoir des matières premières, et par exemple, il y a soit le développement, c'est-à-dire on achète de plus en plus de machines, on achète de plus en plus de machines, et on économise de plus en plus les salariés. Ouais. Ça, c'est le mode de production capitaliste. Là, le contraire, c'est on peut économiser le capital au sens où il peut y avoir, par exemple, des machines, ce qu'on appelle la révolution informationnelle aussi, qui économise le capital, qui moins de coûts, c'est moins de coûts du capital. Alors que dans le capitalisme, c'est abaisser le coût du travail. Oui. Donc la logique, c'est au lieu d'abaisser le coût du travail, on abaisse le coût du capital. Par exemple, en faisant circuler de l'information. Par exemple, voilà. On va effectivement développer la formation des salariés, qui d'ailleurs leur permettra aussi de produire mieux et autrement, en fait. Et puis l'information, je veux dire, ça circule avec les ordinateurs, ça va dans le monde entier. Oui, il y a aussi, c'est ça, l'histoire de la révolution informationnelle, c'est une forme de révolution, c'est la forme actuelle de la révolution scientifique et technique. Et la révolution informationnelle, effectivement, quand il y a un progrès de révolution de l'information, ça se répand dans le monde entier.
Et ça fait profiter, et ça se répand dans le monde entier, et ça partage les coûts, en fait. Et ça s'imprime quoi en capital? Oui, ça partage les coûts, ça je comprends. Ça partage les coûts, ça économise, parce qu'en fait, par exemple, là, toutes les histoires d'intelligence artificielle, etc., qui jouent un rôle quand même important. En même temps, bon, c'est des formes d'économie de capital, en fait. Oui. Mais il y a aussi d'autres gâchis. Je vais pas développer là-dessus. Il y a aussi d'autres gâchis. Donc, je comprends. Donc, voilà. Est-ce que vous... Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut dire que la valeur ajoutée en faisant du capital, c'est le capital plus le profit? Alors, les salaires. Oui, à l'intérieur de la valeur ajoutée, oui, à l'intérieur de la valeur ajoutée, il y a les salaires, il y a les profits, il y a les impôts et les cotisations. Voilà. Et le capital. Et le profit, parce que c'est le profit, c'est pas le capital. Le capital, c'est évidemment, c'est les machines qu'on fournit. Mais les machines qu'on fournit, elles font pas partie de la valeur ajoutée. Elles permettent aux travailleurs de faire de la valeur ajoutée. Hein, oui, je sais, c'est compliqué. C'est la réalité, c'est compliqué. Et tu dis que l'économie bourgeoise, pour faire court, ne s'intéresse qu'au rapport entre le profit et le capital. Il exclut les frais de main-d'œuvre, le salaire, et les cotisations, les impôts et le profit. Enfin, si le profit, oui. Oui, là, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le capitalisme s'intéresse effectivement au profit. C'est-à-dire le capitalisme, en fait, c'est sa nature. Sa nature. Il accumule du capital pour du profit. Et alors, j'ai pas très bien compris la thèse de Paul Boccara. Cette reformulation du rapport, en incluant dans le numérateur non seulement le profit, mais aussi les salaires, ça donnerait des rapports plus justes. Ça donnerait des rapports plus justes d'une société. Alors l'idée, c'est justement, c'est les deux en même temps, c'est-à-dire plus juste, mais aussi plus efficace socialement. C'est une autre forme d'efficacité, plus efficace socialement et économiquement, plus efficace socialement. Il y a plus d'argent pour la formation des salaires. C'est ça. Donc une partie de la valeur, le but d'ailleurs c'est ça, c'est une répartition de la valeur ajoutée qui soit plus favorable aux salariés, à la formation, etc. Donc, attends, que je comprenne ça. La partie salaire qui est dans le numérateur maintenant, selon Dans la valeur ajoutée, cette partie-là augmenterait si la formation est meilleure. Oui. Et si on moins pour le profit, plus pour les salaires avec formation, etc. L'enseignement, ça m'intéresse de savoir que la formule valorise l'enseignement. Alors évidemment, ces nouveaux critères, comme on dit, ces nouveaux critères impliquent, ça vient pas du ciel, impliquent l'intervention des salariés dans les gestions. Et ces salariés eux-mêmes, ils élaborent, il y avait toute une formation pour ça d'ailleurs, ils élaborent des critères, indicateurs, instruments et graphiques pour la gestion. Et ça a eu lieu, hein, je vous dirai tout à l'heure. Par exemple, à la RATP. Ah oui, je vous dirai tout à l'heure. Oui. Sur la RATP. Alors, et ça, c'est pour pouvoir imposer ces nouveaux critères, c'est conditionné par les luttes. Par exemple, Paul a travaillé des cas concrets comme chez Renault. Il y avait une grande bataille dans les entreprises pour notre gestion. Après les grands débats qui ont eu lieu, que évidemment vous n'avez pas connus, sauf peut-être Geoffrey,
vu votre âge, ah ben peut-être aussi, après les grands débats, lors de la rupture que moi j'ai vécu, lors de la rupture de l'Union de la gauche, parce qu'on avait bossé pendant des années pour élaborer d'abord le programme du parti, et puis ensuite le programme commun avec les socialistes, qui à l'époque essayaient d'être à gauche, et c'est pour ça qu'ils utilisaient justement Chevènement, c'est la gauche du PS. Donc quand il y a eu la rupture de l'Union sur la question des nationalisations, entre 1977 et 1981, où ça a été très violent pour notre parti, en fait, hein, ça a été extrêmement violent. Paul Boccara se disputait son habitude avec Georges Marchais et je rigole parce que et la direction du parti. Parce que le problème pour eux, c'est augmenter le nombre d'entreprises nationalisées par rapport aux socialistes. Et cela se limitait, je me souviens, j'ai vécu ça, à combien d'entreprises nationalisées. On était là-dessus. Et c'était là-dessus, combien. Donc, alors que le problème, ce n'est pas combien d'entreprises, c'est surtout comment on va les gérer. D'où l'idée de ces nouveaux critères de gestion. Et Georges Marchais répondait à Paul, non, c'est le problème. Georges Marchais lui disait, mais ça, c'est un problème technique, c'est un problème de spécialiste. Et Paul déclarait, non, c'est le problème le plus politique qui soit. Mais ça demande toute une culture nouvelle. Alors, quand il y a eu les nationalisations en 82-83, lors du gouvernement Mauroy, le premier gouvernement de gauche, sous la présidence de Mitterrand, cela va devenir un problème pratique. D'autant qu'il y a des ministres communistes. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4, mais bon, il faut qu'ils jouent leur rôle. Ce qui fait que l'intervention dans la gestion, avec ces instruments nouveaux, va progresser. En même temps, évidemment, la rigueur, c'est vrai, c'est difficile, la rigueur de ces instruments complexes demande une nouvelle culture de l'étude. Et ça va être mal reçu par les experts, y compris les experts des cabinets d'entreprise, notamment le cabinet CECAFI, qui était dirigé par, vous allez voir l'allusion, qui était dirigé par Pierre Ferracci, qui à l'époque était communiste, et comme on le sait, ou comme peut-être il faut le rappeler, son propre fils Marc Ferracci est même macroniste et au gouvernement à l'industrie. F-E-R-A-2-C-I, un Corse. Macroniste. Oui, Marc Ferracci. Voilà. Alors, et donc ces experts là, qui étaient d'ailleurs autour de la CGT, hein, ces experts disent, ils essaient d'expliquer aux directions d'entreprise qu'on peut améliorer mieux la rentabilité en faisant autrement. Mais ils ne disent pas comment avancer vers d'autres critères. Comme si les patrons avaient besoin qu'on leur explique comment augmenter la rentabilité. Ces experts n'arrivent pas à sortir de la culture qu'on leur a enseignée, même s'ils travaillent avec la CGT. Alors Paul va créer une première association d'experts et militants dans la gestion, avec des syndicalistes, pour mettre en avant les nouveaux critères, mais elle va être sabotée, littéralement, par tout ce qui est conservateur dans le mouvement syndical ou politique, et elle va finir par disparaître. Ce qui fait qu'en 1996, il va créer une autre association, complètement indépendante. Quelle année tu dis ? 1996. Il va créer une autre association, complètement indépendante, qui s'appelle Association pour une culture de gestion nouvelle, avec des experts, des syndicalistes, qui va organiser des stages de formation dans les entreprises. Et c'était très, très intéressant. Tu disais, Avec Simon Lafarge, ils ont fait cette...
Pour une culture de gestion nouvelle. En fait, l'abréviation, c'est ACGN, Association pour une culture de gestion nouvelle. C'est une association de formation, en fait. Et il y avait qui là-dedans? Enfin, est-ce qu'il y a des noms qu'on a pu connaître? Oui, il y avait par exemple, je sais pas si on peut le... Il y avait un grand copain de Paul qui est d'Ivry. Il y avait surtout un expert qui s'occupait de gestion d'entreprise. Il s'appelait Marcel Le Petit. Il y avait pas mal de monde. Il y avait pas mal de monde. C'est pour voir s'il y a des noms Oui, ils ne sont pas très connus, non. Il n'y avait pas, par exemple, Claude Quin. Ah ben si, mais Claude Quin, c'est l'expérience de la RATP, je vais venir maintenant. Oui. Oui, il y avait toute une équipe, il y avait des commissions de travail à la section économique, il y avait toute une équipe. Hein. Oui. Alors je vais... Pardon? De la section, une section du Parti communiste, là. Oui, il y avait des, alors c'était pas des sections locales, c'était des sections de travail. On dit des faux secteurs. Des secteurs de travail, c'était des secteurs de travail, oui, c'est ça. Et c'était très vivant à l'époque, c'était c'était intéressant. Même moi, par exemple, moi je suis venue à la section économique vers 1971 et tout de suite, à ce moment-là, je travaillais sur l'Europe. À ce moment-là, je travaillais sur l'Europe et on avait Commission Europe, enfin, il y en avait plein. Ah oui, on en avait plein. Ah oui, oui, malheureusement. Alors, je vais parler maintenant de l'expérience de la RATP. À l'époque, le ministre des Transports du gouvernement de Bush, en 1982, était Charles Fitterman, un ancien dirigeant communiste important, vrai fidèle de Georges Marchais, qui nomme à la tête de cette grande entreprise un économiste communiste, Claude Quin. Celui-ci va y introduire les nouveaux critères de gestion. Il va s'émanciper des cadres de l'entreprise parce que, comme ils disent, il faut qu'ils se recyclent avec les nouveaux critères de gestion. Et il crée donc une cellule de travail sur ces nouveaux critères de gestion à la RATP. D'un côté, c'est une amélioration considérable. C'est vrai, on a une copine d'ailleurs dans le 5e, Jeannette Lescure, qui travaillait à ce moment-là, qui était cadre à ce moment-là à la RATP et qui a dit comment c'était vraiment un souffle nouveau qui donnait l'envie de s'investir et de réfléchir. Ce souffle nouveau, c'était après l'élection de Mitterrand? Alors ça, oui, c'était après l'élection de Mitterrand, mais tu vois, c'était en 82. C'était le début, en fait. Voilà, avant le tournant de 83, oui, c'est ça. Ça, c'est la seule période à peu près intéressante. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Hein. Il y a eu, par exemple, doublement des prestations familiales, il y a eu plein de trucs. C'est après, c'est comment? L'âge de la retraite. Oui, la retraite à 60 ans, c'est quand même, bien sûr, Mitterrand, bon, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est le programme commun, mais quand même, la retraite à 60 ans. Ça, c'est sûr. Alors, donc, d'un côté, c'est une amélioration considérable, parce qu'effectivement, on avait trop fait sur les matériels et pas assez sur les êtres humains, et ça va donner de l'oxygène, ça va donner un souffle nouveau à l'entreprise. En développant, voilà un cas, en développant les ressources humaines et en économisant les matériels. Ah oui, c'est en plein. Mais d'un autre côté, il y a eu des difficultés considérables. La pression sur Claude Quin des idées conservatrices. Il voulait certes appliquer ces nouveaux critères. C'est un disciple d'ailleurs de Paul, ils étaient dans la commission gestion, c'est un disciple.
Donc, il voulait certes augmenter ce qu'on appelait la valeur ajoutée disponible pour les salariés, augmenter l'efficacité du capital, VA, augmenter capital économisé, mais ça devenait chez Claude Quin et ses conseillers, on n'augmentera pour les travailleurs que si d'abord nous avons augmenté l'efficacité du capital. Et Paul répond, c'est pas possible. Les salariés doivent garder leur autonomie et pousser leurs revendications d'un plus pour eux, pour développer les travailleurs. Et toi, tu te débrouilles après pour augmenter l'efficacité. Bien sûr, il faut augmenter l'efficacité, ce qui n'est pas pareil que rentabilité, hein. Il faut bien voir que c'est pas pareil. Bien sûr, il faut augmenter l'efficacité, mais pas conditionner. Leur dire, salariés, augmentez l'efficacité et après vous aurez. Ouais. Au contraire, si on leur donne, on est obligé de chercher ensuite. Tandis qu'autrement, la direction, elle dit, je ne peux pas. Là, au contraire, elle est obligée de chercher à améliorer les choses. Et on va réussir, ça va avancer dans cette voie. Et ça avait bien avancé. Ça avait bien, et puis après... L'efficacité, c'est le oui, ça avait bien avancé. Mais dans cette copine, elle avait vécu ça, cette copine de notre section, Jeannette Lescure, elle il y avait un bouillonnement, quoi. Ils élaboraient, elle avait vécu ça. Les salariés ont participé. Les salariés participaient. Ouais. Les salariés participaient. Bien sûr, et justement, la CGT était très active là-dessus. Oui, les salariés participaient. Ils se sont retrouvés dans le concret au début. C'est comme ça. C'est au début. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette page? D'efficacité. Comment on fait pour diminuer le capital? Est-ce que tu peux parler un peu plus? Comment on fait pour diminuer le capital? Économiser le capital, ça veut dire ne pas pousser comme le capitalisme, effectivement, il augmente sans cesse les investissements matériels, il augmente sans cesse le progrès technique. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le progrès technique, mais il augmente le capital fixe, on dirait dans le langage gestion courant, et il économise sur les salariés. Alors que c'est l'autre logique qu'il faut avancer. C'est-à-dire, donc, par exemple, des machines, je ne vais pas dire moins chères, parce que c'est ça, parce que quand on étudie le développement du capitalisme, on voit que le chef d'entreprise, il est toujours poussé à accumuler plus, toujours poussé à accumuler les machines. Et du coup, il y a ce qu'on a vu dans d'autres formations, il y a ce qu'on appelle... c'est très dur à expliquer tout ça, ce qu'on appelle un gonflement de ce qu'on appelle la composition organique du capital. Et ce gonflement va faire, contradictoirement, va faire baisser le taux de profit. Mais ça, il faudrait presque un cours sur le marxisme. Il achète de plus en plus de machines, il investit de plus en plus, il achète de plus en plus de machines. Mais en fait, les mêmes méthodes qui font gonfler la composition du capital vont finir par faire baisser le taux de profit parce que ce sont les salariés qui créent les richesses, parce que c'est la plus-value. C'est ça le truc, c'est les salariés qui créent les richesses. Mais donc c'est pas sur eux qu'il faut faire les économies. C'est pas aussi diminuer la thésaurisation versus actionnaire. Pardon? C'est pas aussi diminuer la thésaurisation qui est reversée aux actionnaires? Alors bien sûr, alors ça c'est la répartition ça c'est aussi un problème, la répartition de cette valeur ajoutée. C'est ça qui fait qu'on doit toujours distribuer plus aux actionnaires et qu'au contraire on essaie de pressurer ce qu'on verse aux salariés.
les dividendes. C'est dividendes, il y a dividendes pour les actionnaires, il y a intérêt pour les banques, et donc effectivement, donc ça, il faudrait, en fait, oui, on l'a déjà fait, oui, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait le cours sur le marxisme. Toi, t'as jamais, et c'est un cours qui circule maintenant, d'ailleurs. Enfin, depuis quelques années, dans les Clubs des Copos, j'ai rencontré des articles où justement on chiffrait le prélèvement pour le CAC 40, notamment il y a quelques années un article de Tibet Sarcé. Oui, oui, découvert que le prélèvement pour les actionnaires, c'est quelque chose de très très important. Je n'ai pas une question. Je peux continuer. De toute façon, il y a la place pour tout le monde. Parce que pour concrétiser ce qu'il dit, peut-être j'ai besoin de concrétiser pour avoir des images concrètes pour représenter. Est-ce que, par exemple, on peut mettre toujours dans la recherche d'économiser les capitales, tout ça, est-ce qu'on peut mettre là-dedans, par exemple, des fois, dans certaines entreprises, on te parle dans les coupons d'économiser l'énergie. Et je ne sais pas, j'aurais voulu du concret. Oui, bien sûr. Économiser l'énergie dans une entreprise, si on pouvait avoir un exemple pour rendre concret, si tu veux. Parce que justement, quand on travaille sur l'écologie, oui. On voit bien que les recherches écologiques vont aussi dans le sens d'abaisser les coûts de l'énergie. Alors, donc c'est une discussion, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'énergie, hein. Ça ne veut pas dire que c'est zéro, on n'est pas à zéro croissance, on n'est pas, c'est pas ça. Mais c'est effectivement, il peut y avoir, et d'ailleurs, il devrait y avoir des débats au sein même de l'entreprise qui ne soient pas réservés aux spécialistes, où on peut discuter, voilà, ben ça peut, voilà, donc prendre les énergies moins polluantes, prendre les énergies plus économes, moins polluantes. Il y a tout un travail là-dessus. Oui, justement, tu vois, concrétiser, changer la manière de produire. Oui. Si on pouvait avoir de temps en temps qu'est-ce qu'on peut avoir de concret comme image là-dessus? Mais justement, quand on avait, ça s'est bien arrêté maintenant, mais quand on avait tout ce débat-là sur les critères, il y avait plein de syndicalistes qui participaient, il y avait tous des débats, entreprises, même par entreprise, hein, d'ailleurs. Les salariés à l'époque, c'est-à-dire notamment essentiellement les syndicalistes CGT, étaient en plein dans ce débat-là. Ça, c'est sûr. Ça ne peut pas rester au sommet, quoi. Ça ne peut pas rester. Et c'est quoi je ne sais plus du tout le contenu, mais il y a peut-être un an ou deux, on parlait de l'expérience de la région Franche-Comté avec Muriel, clairement pas la copine qui est océane, peut-être sa fille. Oui, c'est Evelyne Dormant. Evelyne, c'est celle qui est océane. C'est Evelyne Dormant qui avait fait Muriel, elle est du régional là-bas. Et il me semble qu'il y a quelque chose qu'elle a essayé de. Oui, il y avait un travail qu'elle a dans les compos d'ailleurs. Oui, qu'elle a mis dans les compos. Je ne sais pas si c'est déjà paru. Oui, elle était conseillère. On passe à la question de Geoffrey, on a avant. Oui, bien sûr. Dans l'enregistrement, ça ne va pas être très clair. Oui, très bien. Vas-y. Je n'ai plus de questions, c'est déjà répondu. C'est répondu. Je peux reprendre l'exposé. Parce que vu qu'il y a un enregistrement, si on interrompt. Tu avais encore autre chose? Non, ça y est. Bon, donc, alors, il me reste donc à voir, donc on a parlé de l'expérience de la RATP. Il y a eu une certaine influence de cette gestion nouvelle dans l'université, certaines influences. Par exemple, un professeur de gestion, puisque vous avez le droit de ne pas connaître, qui s'appelle Bien-Aimé, qui était à Dauphine, approuvait le critère, était d'accord avec le critère VA sur C.
c'est-à-dire augmenter la valeur ajoutée par rapport au capital qu'on économise. Mais évidemment, on ne peut pas augmenter la production, ce qu'on appelle, si tout est compliqué, la productivité globale des facteurs de production en faisant pression sur les travailleurs. Il s'agit d'augmenter l'efficacité du capital en économisant le capital grâce aux nouvelles technologies. Qui par certains côtés économisent le capital. Par exemple, même c'est beaucoup moins cher. Vous avez un progrès technique qui fait que des inventions, à l'époque ça coûtait, je ne vais pas dire, et plus ça va, plus on économise, plus cette technologie. Oui, ben, par exemple, un progrès technique au début il est très très cher. Oui. Mais au fur et à mesure, il est partagé, justement. Et donc, du coup, c'est un facteur d'économie du capital. Alors, un autre professeur que j'ai connu personnellement, qui s'appelle Elfer, socialiste, prof de gestion, avait fait un compte-rendu élogieux du livre de Paul de 1985 dans la revue française de gestion, qui est une revue très connue en gestion, en parlant d'un séjour vivifiant sur la comète de Halley. Ça veut dire quelque chose d'extraordinaire qui revient tous les 70 ans, un renouvellement complet. Mais en même temps, écrivait-il, c'est un peu, ben oui, c'est vrai, c'est un peu sortir de notre système. Ça, c'est vrai. Paul Boccara a initié aussi des enseignements sur notre gestion à l'Université de Paris 1, dans l'UFR d'administration économique et sociale, dont j'étais alors la directrice, avec divers intervenants, dont Claude Quin, et tout cela a débouché sur un ouvrage coordonné par un des profs de cette gestion nouvelle, qui s'appelle Jean-Claude Lechard, et l'ouvrage, c'est Nouvelles approches des gestions d'entreprise, publié chez Harmattan. Je pense que c'est accessible. Alors ensuite, il y a toute une histoire là que je vais vous raconter. C'est l'histoire qui s'est passée au commissariat général du plan. Le commissariat général du plan avait développé des travaux sur ce qu'ils appelaient les critères de performance. En 1983, un rapport d'un grand économiste qui s'appelle Malengo, c'était un rapport qui s'appelle Calcul économique et résorption des déséquilibres. C'était un groupe de travail du 9e plan, 1984-1988, paru à la documentation française. Ce rapport analyse les recherches nouvelles et cite de façon assez laudative les nouveaux critères de gestion. Mais à cette époque, il y a encore des ministres communistes. En 1995, un autre rapport, qui sera polycopié et non publié, s'intitulera « La performance globale, outil d'évaluation ». Alors là, voilà l'histoire. Le rapporteur de ce rapport, qui s'appelle Daniel Bachet, qui était influencé par les économistes communistes, dont Boccara, il fait une grosse partie introductive et il se réfère aux critères. Il leur donne un rôle important. Résultat, c'est un scandale. Finalement, ce rapport ne sera jamais publié. Bachet est renvoyé du commissariat du plan, son apport est supprimé, il devient professeur d'université en sociologie pour avoir la paix, à Éveil, d'ailleurs. À la longue, il ne met plus tellement en avant les critères de gestion face à la pression sur lui. Un deuxième rapport est publié par Jacques Barrault, Entreprise et performance globale, en 1997, où on enlève tout ce qu'avait fait Bachet
Et on associe des intervenants qui ne parlent plus des nouveaux critères. Certains sont d'ailleurs d'anciens communistes, comme Henri Jacot, professeur à l'université de Lyon 2. Il évoque le critère d'efficacité, VA sur C, sans citer Bocara. Ou encore le professeur Bien-Aimé qui l'utilise, mais pour augmenter la rentabilité, ce qui dénature complètement l'apport de Paul. Un million va survivre. Un expert dont j'ai parlé tout à l'heure, influencé par Bocara, Marcel Lepetit, qui fera partie de la fameuse association ACGN, il fait une étude à la fin du rapport. Il y a un tableau avec les nouveaux critères, dont ceux de Paul, mais sans aucune explication. La partie d'avant avait sauté, alors que c'était explicité, mais la référence à Bocara est restée dans le tableau. Bocara, lors de la présentation de ses différents travaux, explique, il criait beaucoup d'ailleurs sûrement, comment cela a été censuré. Henri Jacot déclare, mais bien sûr, on connaît les critères de Paul Bocara, mais c'est vraiment impossible dans notre société. Donc c'est pour cela qu'on n'en a pas parlé. Un article dans Le Monde justifiait qu'on le publiera plus tard. Bocara essaie de répondre, c'était en avril, des bribes de son article ne sont passées qu'en juillet. Bachet lui dit, tu es vraiment allé à l'essentiel. Et Paul répond, c'est des restes d'articles qu'ils ont passés. Et voilà l'histoire que j'ai vécue de très près. Voilà. Et donc, on en parle dans le bouquin, parce que j'avais déjà lu, c'est là-dedans qu'on en parle un peu. Oui, tout ça, c'est en fait tout ce que je dis, que j'ai essayé de simplifier. Tout ce que je dis, c'est dans le petit livre, c'est là. Alors c'est à la fois marrant parce que c'est lui qui parle, c'est à la fois marrant. Il y a des petites anecdotes, tout ça, mais j'ai essayé de le simplifier un petit peu, mais c'est vrai que c'est assez vivant parce que c'est lui qui parle, qui raconte toutes ces anecdotes. Et donc ce petit bouquin, j'en ai quelques-uns si vous voulez, je peux même vous en commander si vous le souhaitez. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il fait le lien entre la politique du moment, les besoins, et puis ses recherches, est-ce que tu as toujours aux besoins politiques? Ah oui, toujours. C'est pour répondre, c'est à la fois très théorique. J'ai soirée, hein, parce que toujours est arrivé. Ah oui. Ah oui, ah bah oui, c'est ça. J'ai vécu dans des fourchettes de ça. Oui, c'est vrai quand on a vécu tout ça. J'avais une question quand tu parlais que les nouvelles technologies étaient un facteur d'économie du capital, je crois. Est-ce que ça veut dire que tu laisses faire ces nouvelles technologies, elles sont faites par le marché? Est-ce que tu laisses faire le marché du coup Alors c'est exactement le problème de fond. C'est que à la fois il y a deux choses. À la fois les nouvelles technologies poussent aux économies de capital et en même temps c'est sans arrêt l'augmentation de ce qu'on appelle le capital constant. Donc il y a un double côté. D'un côté gonflement du capital constant fixe et d'un autre côté économie. Et alors le marché, évidemment, c'est l'énorme gros problème parce que actuellement donc c'est le marché capitaliste et donc c'est dominé, ça reste dominé par le marché capitaliste et évidemment que d'un côté ça émancipe du gonflement du capital et d'un autre côté c'est dominé par le marché capitaliste et ses critères quoi. C'est ça c'est toute une contradiction. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Moi c'était une question plus d'actualité. Je faisais du tractage ce matin et on nous a parlé un peu d'Alstom qui allait être soi-disant nationalisé si c'est la proposition de loi de la gauche. Et les gens s'interrogeaient, est-ce qu'en nationalisant Alstom,
pas Alstom, pardon, ArcelorMittal, avec 3 milliards d'euros. Est-ce qu'on va pas donner ces 3 milliards d'euros à Mittal, qui va donc donner cette entreprise à l'État français, entreprise qui n'est pas rentable? Et comment est-ce qu'on justifie cette nationalisation à des gens qui sont pas convaincus? On nationalise. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, souvent, on nationalise les pertes. Oui, c'est ça, on nationalise les pertes. Souvent, on nationalise les pertes. Et l'objectif, c'est évidemment de transformer une entreprise qui justement n'est plus rentable avec ce qu'on appelle l'efficacité sociale. Et bien sûr que la question, c'est une autre gestion, c'est ça. C'est la question, c'est une autre gestion. Si c'est pour faire la même chose, si c'est pour reproduire la même chose. Donc ça implique, évidemment, ça implique aussi la participation des salariés, ça implique leur rôle pour d'autres critères. Et alors, oui, parce que ce qui est scandaleux aussi, c'est que l'entreprise, là aussi c'est un exemple très intéressant, parce que l'entreprise elle a touché des fonds publics absolument considérables. Donc ça rejoint ce qu'on a dit sur le rapport du Sénat, là, que pour une fois c'était pas mal ce qu'il a fait Fabien Gay. Mais pas mal, en tout cas. On tractait là-dessus. Oui, en fait, c'était pas mal avec les 211 milliards de cadeaux qui en fait, n'ont pas du tout servi à redévelopper les pays ni à développer l'entreprise elle-même. Oui. Il faut savoir pourquoi, selon les capitalistes, quand on augmente le rendement, on diminue le nombre de salariés. Oui, parce que ils veulent économiser, c'est ça le truc, c'est économiser sur le salaire, parce que pour eux, les capitalistes, c'est très contradictoire, parce que d'un côté, ils ont besoin des salariés pour produire, sans les salariés, et même à la limite, sans les salariés, ils font pas de profit, sans les salariés, ils peuvent pas produire, et en même temps, il faut diminuer la part des salaires. En gros, leur truc, c'est diminuer la part des salaires dans la valeur ajoutée, alors que nous, c'est le contraire. Pardon, bonjour tout le monde. Est-ce que vous voulez pas que j'ouvre quand même? Là, c'était juste pour pas vous embêter aussi. Ah, je trouve que c'est nous, on parle trop fort. Mais parce que s'il y a un client qui rentre, je rabats, mais autrement, je laisse ouvert. Oui, qu'est-ce que voulez-vous? Non, on s'en fiche. Ah, ils s'en fichent? Vous en fichez ou? Oui, non. C'est ouvert. Bon, allez, de là, elle dit pas non, hein. Salut, Claude. Allez, d'accord. Merci. Je refais. Voilà. Mais ArcelorMittal, c'était bien une aciérie électrique. C'était bien une aciérie électrique. Justement, avec une nouvelle technologie. Je crois pas, justement, je crois que l'État se préparait à subventionner la transition vers un four. Elle n'était pas déjà électrique? Ben justement, pas celle-là, je crois. Il y en a d'autres dans la Lorraine qui sont électriques. Au Creusot, je crois que c'est électrique, par exemple. Mais pas celle de Dunkerque, je crois. Et par contre, ils avaient prévu de mettre 250 millions de fonds publics, si je dis pas de bêtises, pour électrifier le parc. Sauf que ça s'est pas fait. De mémoire, ça s'est pas fait. Et justement, le projet de nationalisation arrive à ce moment-là. Et je pense que c'est un des critères qui peut rendre en effet l'énergie électrique étant moins chère. En France, pourrait être moins chère. Donc, ça va être un des critères pour rendre l'entreprise rentable et efficace. Et moins polluante aussi, c'est important. Parce que l'acier, on a besoin de l'acier pour les rails, pour. Oui, alors justement, est-ce que tu as il y a l'article dans le dernier Écopo sur, on pourrait le donner, c'est celui-là? Il y en a par personne. C'est pas celui-là. Heureusement qu'on n'est pas trop nombreux. Non, je crois pas, c'est pas là. C'est pas là-dedans. Alors, le précédent, c'est celui-là. Et puis le précédent, c'est C'est tout celui-là. dernier, il me semblait, c'est peut-être le prochain, hein? C'est peut-être le prochain. Tu cherches quoi? Parce que là, tous les ArcelorMittal. Il y a un article, peut-être qu'il est en cours, peut-être qu'il n'est pas dans celui-là, peut-être que c'est dans celui qui va sortir.
Si je peux revenir en arrière sur ton exposé, à un moment donné, tu disais que la RATP avait justement intégré ce critère de VA sur C. Et ben, tu ne nous as pas expliqué en quoi ça avait bénéficié à la RATP, en quoi est-ce que ça avait augmenté son efficacité. Parce qu'il y a deux choses. Il y a VA sur C, économiser le capital et augmenter la valeur ajoutée. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, au sein parmi ces critères, il n'y a pas seulement VA sur C. Il y a un critère qui s'appelle valeur ajoutée disponible pour les salariés et la population. Et le but, c'est aussi d'augmenter cette valeur ajoutée disponible pour les salariés. Mais en augmentant cette valeur ajoutée disponible pour les salariés, effectivement, ça crée une émulation, c'est-à-dire ça augmente leur productivité. C'est-à-dire à partir du moment où ils sont mieux formés, mieux payés, investis, mieux consultés, effectivement, ça augmente leur productivité. C'était un moment, d'ailleurs, que me racontait cette copine, où effectivement, ils avaient envie, quoi, de progresser, de créer, parce qu'ils vont eux-mêmes en avoir les fruits. Et in fine, ça se reporte aussi sur l'usager des transports, parce que c'est ça le but aussi. Oui. Il y a une meilleure qualité de service. C'est ça aussi participe, bien sûr. Et d'ailleurs, là, il y avait des mouvements de rapprochement entre les usagers et les salariés. Il y avait des choses extrêmement intéressantes. C'est ça. D'accord. Donc c'est ça, c'est à partir du moment où et donc dans les critères, il n'y a pas seulement VA sur C, il y en a d'autres, mais il y a valeur ajoutée disponible pour les salariés. Ça, c'est très important. Et ça va contribuer à augmenter VA sur C. Et sur cette partie, mais vous pourrez toujours me poser des questions après, à m'envoyer, vous pourrez toujours, est-ce que vous voulez faire une pause ou je fais la sécurité d'emploi et de formation? C'est une question stupide, mais quand même, je la pose. Quel est l'intérêt pour un capitaliste d'augmenter son capital si ce n'est d'être plus riche? Alors, oui, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la bourse? Est-ce qu'il a plus de valeur sur la bourse? Donc ça... Parce que pour lui, au départ, augmenter son capital, ça veut dire augmenter son profit. Pour lui, c'est ça, c'est augmenter le capital, pas seulement pour augmenter le capital, mais pour augmenter son profit. D'accord. C'est ça son intérêt. Donc une stabilisation ne lui suffit pas. Et aussi à la concurrence, aussi il ne faut pas oublier ça, c'est que on est sur un marché concurrentiel, même si c'est des très grosses entreprises, et donc le but de ce progrès technique et de l'accumulation du capital, c'est d'arriver à produire moins cher pour prendre le marché, pour pouvoir écouler ses produits. C'est la concurrence entre les capitalistes, en fait, qui fait ça, qui fait qu'il faut toujours être le premier à intégrer une découverte nouvelle pour pouvoir baisser le prix de revient et pour pouvoir prendre le marché. On peut faire une petite interruption, c'est ce que je Oui. propose. Petite interruption. Si quelqu'un veut du gâteau, un thé. Gâteau, thé. Ouais, enfin, c'est une tisane, pardon. Pardon. C'est du thé, une infusion rouge. Ouais, on regarde ce que c'est vraiment, je crois que c'est notre truc. J'ai pas ramené Papala, mais tu sais, des numéros sur la case de l'industrie. C'était avant ça, attends, 50. C'est le numéro 846. Peut-être qu'il y a ce l'hôpital dedans, mais je sais pas. T'as pas oui, peut-être 846. Parce que vu qu'il y avait la manif, on a prévu ça il y a super longtemps, et la manif c'est qu'il y avait en même temps, du coup il y a plein de gens qui. Ah oui, c'est ça. Donc il y a des gens qui ont salariés après, un petit peu, donc peut-être ça va pas payer. Si tu as besoin, c'est général, si tu as besoin de procurer un numéro ancien à quelqu'un, tu peux m'appeler. Oui, c'est ça, oui. Et puis je fais un postal. Ok.
Et après, tu dois faire le règlement de ton Donc ceux-là, D'accord. Ah oui. je te le laisse. Hein. Mais ceux-là, donc en fait, c'est plus facile si c'est moi qui les commande. Bon, bah, oui, mais je vais les avoir. De toute façon, c'est Frédéric Roche, je le connais, tu... Je le vois une fois par an. C'est bien de C'est une Non, mais je peux le demander. Mais à ce moment-là, il faut que... On peut le mettre à l'hypopo, mais il faut qu'il le fasse. Et alors, il y a un problème? Ouais. Ben, je sais pas, mais oui, je crois qu'il faut des économies là-dessus, je crois. Faut qu'ils le... Non, mais ils peuvent, parce qu'on est très juste, hein. On est extrêmement juste. Un verre d'eau, peut-être un verre d'eau. Oui, bah, un petit peu de jus de fruits. En fait, Plutôt jus de pomme ou jus d'orange? Ou du thé, ou ce que tu veux. bah, celui qui est ouvert. Oui, c'est inauguré. En tout cas, merci de vos questions, c'est vraiment très, très intéressant. Merci à Ça toi. fait plaisir, oui, c'est vrai, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, ce qu'il y a, c'est que, avec le fait qu'on est un peu tout seul à parler de tout ça, finalement, bah, donc pour concrétiser vraiment les apports, et puis c'est ça qui nous permettrait de mieux comprendre. Oui. Si on avait des exemples, quoi. Ben, c'était ça avant, quand il y avait boîte par boîte, on faisait, y compris, bon, ça avait des défauts, mais ça avait aussi des qualités. La CGT, les salariés de la CGT étaient beaucoup plus liés au parti, enfin, et donc, on travaillait ensemble, quoi. Sur l'aéronautique, il y a peut-être quelque chose. Oui, il y a eu oui, bien sûr, oui. Parce qu'on a fait une série quand même là-dessus. Oui, bah, ah oui, c'est combien? Ça, c'est 12. C'est parti dessus. Non, Tu veux pas le dernier aussi? non, moi, comme c'était ce qu'on appelle un compte d'auteur, je le vends pas, hein. Oui, mais bon, c'est bien de temps en temps. Non, je prends pas l'argent, non. Bah, ou je le mettrai dans la caisse des comptes. Oui, voilà, bah, tu me mets dans la caisse de coco. Non, parce que moi, Si tu préfères payer. parce que je l'ai gratuit, hein, C'est gentil, mais quand c'était un compte d'auteur, c'était, J'ai un. parce que j'ai qu'un billet de 5. J'ai mon porte-monnaie. Non, c'était pour te dire j'ai un lecteur de Oui, carte. c'est gentil. Non, mais c'est vrai que ça nous coûte quand on nous règle par Oui, carte. voilà, Ah, qu'est-ce que tu veux? 3 euros. Je fais l'intermédiaire. Ouais. Les 3 euros. Voilà, merci. Je vais pas compter. Hein. mais c'est vrai, c'est drôle que tu es au SMT, CGT. C'est bien, j'ai bien le syndicat, mais c'est bizarre parce que tu es prof. C'est plutôt un syndicat de col bleu que de col blanc, si je Oui. je m'en suis aperçu trop tard. Que, J'avais été convaincu de rejoindre le syndicat dans un débat de la commission ESR du parti. ah oui, Il y avait Olivier Guebler, que tu devais connaître, qui a fait un discours très impressionnant pour nous dire qu'il fallait à tout prix être syndiqué. ah oui. Alors j'ai demandé Oui, c'est quel vrai. syndicat, et en fait j'ai pas eu de réponse très claire. Et ensuite, donc, je rejoins la Saint-Thérèse. Et je me souviens que Pascal Lederer m'a dit qu'il était complètement idiot. Il faut SNCF. etc. Mais en fait, je me plais assez parce que je suis un peu ouvriériste. Non, ouais. J'aime beaucoup. Oui, ils sont mieux, SNTRS. Ah oui. Et là, j'ai raté, la semaine dernière, il y avait un congrès qui était une journée entière du microcosme, enfin, de l'école normale, et tout. Apparemment, c'était très bien. C'était une vingtaine de gens qui étaient restés ensemble toute la journée à discuter de différents enjeux. J'ai raté ça. Mais apparemment, c'est très vivant. C'est pas grave. Et les autres, ce fut jamais je ne préfère pas, ça les ponctuait, évidemment. Enfin, ça me plaît assez. Et j'ai l'impression que là, il y a des gens qui, par exemple, l'équipe qui gère ça, et aussi celui qui gère l'équipe, c'est un type qui travaille. Tu y vas toujours là-bas, au labo Oui. Enfin, Un peu. La pause était longue, désolé. Qu'est-ce qu'il y a Je dis la pause était longue, désolé. Ouais.
Bon, vous voulez que je reprenne alors? Bon, c'est l'enregistrement. Je ferai une coupure. Ce sera pas diffusé. D'ici, Voilà, alors le deuxième apport extrêmement important des travaux de Paul Boccarat, c'est sur ce qu'il a appelé une sécurité d'emploi ou de formation. Il avance cette idée dès 1991, mais c'est en 1996 qu'il la présente au colloque de la revue Issue, dont on s'occupait à l'époque. Ce projet sera développé dans son livre Une sécurité d'emploi ou de formation de 2002. Il appelle à de nouveaux principes et droits du travail. En premier lieu, un droit universel et automatique, comme pour la sécurité sociale, à un emploi et ou une formation, avec une continuité de droits et de revenus relevés. Cela exige un dépassement des institutions du capitalisme monopoliste d'État en crise et la création de nouvelles institutions sociales. Tu peux répéter cette phrase? il y a trop de choses. Alors, donc, il faut, en premier lieu, un droit universel et automatique, comme pour la sécurité sociale, à un emploi ou une formation, avec une continuité de droits et de revenus relevés. On a un emploi ou une formation, mais une continuité de droits et de revenus relevés. Et donc cela exige un dépassement des institutions du CME, qu'on appelle capitalisme monopoliste d'État, et la création de nouvelles institutions sociales. On ne dépend plus du patron pour pouvoir se former. Alors ça c'est très important, la formation c'est extrêmement important, le droit à la formation, le droit, comme il y a un droit de travail, il y a un droit à la formation. Alors, cela donc nécessite un nouveau service public d'emploi et de formation. Et ce projet s'inscrit dans une perspective révolutionnaire de dépassement du marché du travail. Celle-ci s'oppose à ce qu'on appelle la flexi-sécurité, comme on peut le voir en France et dans l'Union européenne. Ça exige donc une nouvelle logique économique, et on va l'appeler CEF, sécurité d'emploi ou de formation, CEF, on va l'appeler. Elle vise à sortir de la crise systémique actuelle. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a commencé à l'élaborer, cette CEF. Sortir de la crise systémique actuelle, qui est une crise économique, sociale, écologique, une crise de civilisation. Elle implique des batailles pour des chantiers concrets, comme il y a dans son livre de 2002. Emploi précaire, emploi des jeunes, des femmes, licenciement, formation continue. Cela répond aux besoins d'une autre régulation contre la montée formidable du chômage massif et de la précarisation. Et ainsi, dans son bouquin, Paul relève la folie des emplois précaires et de la précarité de la vie. Les gens jetés, les emplois atypiques, le passage par le chômage. Contre la précarité et le chômage monte cette idée de sécurité, de CEF. La CEF renvoie au dépassement du capitalisme avec la bataille d'ensemble pour le dépassement des marchés et ici du marché du travail.
il y a 4 marchés. Le marché des produits, qui renvoie aux nouveaux critères de gestion. Le marché du travail avec la CEF. Le marché de l'argent qui appelle un nouveau crédit une autre création monétaire. Et enfin, le marché mondial qui broche les 3 premiers marchés et qui renvoie sur une autre coopération et une autre civilisation mondiale. La CEF, c'est la nécessité du dépassement du marché du travail et du salariat. Et je vais insister sur cette problématique du dépassement que Bocarin met en avant. C'est un concept du philosophe Hegel qui sera repris par Marx, mais qui n'est pas bien compris. Dépassement, cela veut dire supprimer quelque chose, ici c'est le chômage, mais sans nier le problème auquel cette solution répondait. Et il faut faire mieux que cette solution. Chez Hegel, c'est à la fois supprimer de quelque chose, mais aussi conserver le problème en lui donnant une autre solution, meilleure. Sinon, on n'arrive pas vraiment à le supprimer. Ici, le problème, c'est le chômage. Dans une analyse marxiste authentique, mais pas sommaire, toute sa vie, Paul a lutté contre les caricatures qui déforment Marx. Il ne s'agit pas de répéter Marx, mais de le développer en allant plus loin, et c'est comme cela qu'on peut mieux comprendre l'apport authentique. La CEF va s'opposer à la flex-sécurité en France et dans l'Union européenne. Mais celle-ci, c'est beaucoup de flexibilité avec très peu de sécurité. Quelques petites aides sociales qu'on appelle sécurité, avec un rejet des gens. Le chômage est un mal terrible, économique, un gâchis. On jette des hommes et des femmes qui ne peuvent travailler. C'est un mal social, moral. 1000 fois plus de suicides chez les chômeurs, une souffrance, des atteintes à la dignité des êtres humains, des familles cassées. Mais c'est en même temps une force très grande du système parce qu'il pousse au changement des activités, des techniques. Il est anti-conservation à travers des souffrances horribles. L'analyse marxiste n'est pas la diabolisation du capitalisme pour promettre le paradis. Il faut comprendre le double aspect du chômage. La CEF permettrait de garder la force sans le mal. Rompre avec les maux du chômage pour préparer une société meilleure. Et pas simplement diaboliser le chômage. La CEF, par exemple, c'est en liaison avec les nouvelles technologies de la révolution informationnelle, le besoin de développer les êtres humains, le besoin d'une formation massive, le besoin de développer la recherche au lieu d'une recherche élitiste. L'idée, c'est d'être soit en emploi, soit en formation. Garder la force du chômage, car on n'est pas obligé de conserver un emploi, mais on ne va pas être un chômeur dépourvu. On va garder un bon revenu et se former. Les dépenses pour m'intrigue dans ce que tu viens de dire. Quel est l'aspect positif du chômage? Côté négatif, je connais. La souplesse. L'aspect positif du chômage, entre guillemets, parce que c'est le principal, c'est le mal. C'est la souplesse, c'est la mobilité, c'est la recherche de progrès techniques. C'est la souplesse. C'est ça, c'est que, par exemple, en Union soviétique, il y avait, je crois que je vais en parler plus loin, en Union soviétique, il y avait les emplois attribués
il y avait le salariat à vie, en fait. Et en fait, c'était pas un facteur de Ça manque de voilà. souplesse. C'est ça. Là, c'est la souplesse, la mobilité dans le bon sens, mais avec la formation. C'est ça qui est important. Avec la Et formation. la garantie de droit quand on est en période. Et le droit, alors c'est ça, le droit, la garantie du droit, le droit à un emploi ou à une formation. Et un salaire décent. Et bien sûr, bien sûr, et la continuité du revenu. Tu es payé pour ta formation. Tu as la continuité du revenu, tu es payé pour ton salaire, tu es payé pour ta formation. Et après ta formation, elle te permet d'aller vers un meilleur emploi. Donc c'est ça la logique. Il y a mobilité dans ce cas-là, mais c'est une mobilité de progrès. Parce que ça doit être un emploi choisi. Est-ce que c'est juste, moi, ce que j'avais dans la tête, par rapport au bon aspect du chômage, le côté positif du chômage, c'est qu'on a besoin de moins de salariés, par exemple, pour faire une production améliorée. Oui. C'est cet aspect-là que... Oui, il y a ça aussi. Et comme ça, avec le progrès technique, d'ailleurs. Hein, tu as moins besoin de salariés. Voilà. Et alors, ces salariés-là, ni tu vas les virer sans rien, ni tu vas continuer à les employer pour rien, continuellement. Donc, l'idée, c'est une mobilité de progrès choisie, avec une formation choisie, qui te permet d'accéder à un emploi choisi. Mais c'est pas seulement l'ambulance des entreprises qui capotent, quoi, qui disparaissent. Alors, il y a ça aussi. C'est d'améliorer. Il y a ça aussi. Chacun a son boulot. C'est ça. Mais on ne répond plus, c'est besoin. J'ai déjà pris alors, les dépenses de l'emploi et la formation, le rôle positif aussi, elles vont développer la demande. Avec la SELF, on peut retourner ensuite à un meilleur emploi. Avec la sécurité d'emploi ou de formation, il y a aussi une rotation emploi-formation, permettant de garder la mobilité du chômage, mais dans la sécurité, et une mobilité de promotion des hommes et des femmes. Le concept de dépassement, c'est le dépassement du chômage, des mots, mais aussi de la force du marché du travail. Alors, ça va percuter l'idée de flex-sécurité qui était dans l'air, comme j'ai dit, beaucoup de flexibilité, pas beaucoup de sécurité. Et Bocara, à l'inverse, va avancer l'idée de mobilité dans la sécurité. Donc, cela va répondre aussi, un peu ce que tu disais tout à l'heure, à la fois à l'évolution des besoins sociaux et aussi aux besoins de changement dans la gestion. Il y a l'idée de renverser. Au lieu de dire simplement il faut des moyens, ou de dire simplement on va d'abord nationaliser, au lieu de dire aussi simplement il faut mettre en avant les besoins sociaux, et puis après les travailleurs vont pouvoir intervenir avec de nouveaux moyens bien utilisés. Bocara, en fait, il va continuer son travail de nouveaux critères de gestion et d'un véritable renversement, avec de nouveaux crédits qui peuvent aussi favoriser la formation et la sécurité d'emploi et de formation. Alors, ce moment-là, le CEF, va développer les autres moments, va brancher sur les autres moments. Alors, comment ça va être reçu? Comment est reçu? On dit la réception, quelle est la réception dans le mouvement? Alors, il va y avoir à la fois une certaine réception de la CEF,
mais aussi des oppositions, des déformations, y compris dans le PCF. Le mot d'ordre de CEF est repris, mais ça va rester une formule. Et en fin de compte, on ne va pas faire grand-chose. Il y aura certaines oppositions au début dans la CGT ou chez des universitaires de gauche, parce que c'est très nouveau. On oppose ce qu'on appelle le plein emploi. Ce plein emploi, c'est un mot d'ordre de la théorie générale de Keynes en 1936, qui s'appelle Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, qui est un auteur très important, mais qui utilise le mot plein emploi. 1936. Ou de Beveridge, qui est l'auteur de la sécurité sociale anglaise, en 1944. Mais ce n'est pas une solution pour l'avenir. Le plein emploi chez Keynes et Beveridge, c'est un taux de chômage acceptable. 5% chez Keynes, 4% chez Beveridge. C'est-à-dire en fait 1 million de chômeurs en France actuellement. Tu peux répéter? Combien de pourcentage? 5 chez Keynes et 4 chez Beveridge. Donc 1 million de personnes. Ça ferait 1 million de chômeurs en France actuellement. La CEF, c'est tout autre chose. Il faut bien voir, c'est l'éradication du chômage. C'est très révolutionnaire. Mais cette éradication est crédible parce qu'on va garder la force du mouvement. Et là encore, c'est toujours le démarquage de la Vulgate et du modèle soviétique dans tout ce que Paul a fait depuis le début. C'était dans ce modèle la garantie d'emploi étatiste du modèle soviétique avec ses avantages, il n'y avait pas de chômage effectivement, mais aussi sa rigidité avec l'attribution autoritaire d'emploi. Ça n'a pas cette souplesse, la souplesse de la mobilité. Ça ne fait pas le poids et ça ne dépasse pas la force du capitalisme. D'où aussi l'échec de l'URSS à cause de son immaturité et celle d'une théorie qui ne peut pas dépasser le capitalisme. Au lieu de ces rigidités, Paul propose une mobilité de progrès plus grande que dans le capitalisme. Alors dans la CGT, finalement, après de gros débats, il va y avoir une influence et ça va être repris avec leur concept de sécurité sociale professionnelle. Boccara a avancé l'idée de CEF vers 1996-2002, mais dans la sécurité sociale professionnelle de la CGT, il y a déformation et double influence. Il y a l'influence de Boccara et celle d'autres auteurs qui travaillent à leur façon. Par exemple, le grand juriste Alain Supiot et d'autres. Il y a l'idée chez ces auteurs d'une continuité de revenus et de droits sociaux maintenus, qu'on soit chômeur ou pas chômeur, ce qui est positif, mais pas du tout la même chose que l'éradication du chômage. Ce que Boccara propose, c'est une mise en formation choisie pour un autre emploi choisi. C'est un processus avec des transformations graduelles. Dans une deuxième étape, il va parler prudemment plutôt de sécurisation de l'emploi-formation comme processus pour avancer graduellement à travers plusieurs conquêtes convergentes, des droits nouveaux pour la formation, pour l'intervention des salariés dans l'entreprise, pour la création d'emplois, pour avancer vers une sécurisation.
Il a une double influence sur la CGT. Dans son ouvrage de 2002, Bocara analyse la sécurité sociale professionnelle de la CGT et d'autres travaux. Jean-Christophe Le Guilou, l'un des dirigeants de la CGT, il est à la retraite là maintenant, ancien disciple très important de la section économique du PCF, reconnaît cette double influence. Mais cela n'avait jamais été dit. Il va y avoir aussi une influence sur tous les syndicats qui vont adopter ce thème de sécurité sociale professionnelle. Et lors de la grande bataille contre le CPE, contrat première embauche, en 2006, une énorme bataille, il y avait tous les syndicats, y compris les jeunes, enfin, c'était un extraordinaire. Hein. En 2006, Bocara fait avancer des éléments et participe à des débats importants. Il y a ensuite la grande bataille que nous avons menée contre le PARE, P-A-R-E, qui veut dire plan d'aide au retour à l'emploi, qui était un plan du MEDEF en 2000, sous le gouvernement Jospin. Alors nous avons mené cette grande bataille. On avait constitué un collectif qui regroupait des syndicalistes, toutes les associations de chômeurs, c'était une première, la gauche du PS, jusqu'à la LCR, les Verts, les communistes. Tous ces gens de toute tendance de gauche cherchaient des alternatives au PARE. On a organisé un grand colloque à la Sorbonne, qui était plein, quoi. C'était un grand moment. Et ce PARE, il obligeait en fait à prendre n'importe quelle formation, n'importe quel retour à l'emploi. Malheureusement, cette bataille a été sabotée. Jospin a capitulé devant les exigences du MEDEF sur le PARE. C'est très grave. L'idée de la CGT, de sécurité sociale professionnelle, a été reprise par d'autres, même des économistes libéraux, comme l'économiste Pierre Cahuc, professeur d'économie à l'Université de Paris 1, suite à une demande de Jean-Louis Borloo, qui était alors ministre du Travail de Sarkozy. Il la reprend, mais il la déforme complètement en lui faisant dire exactement le contraire. Permettre les licenciements en les taxant faiblement. Il prétendait que les entreprises vont plus facilement embaucher, ce qui permettrait d'avancer vers une sécurité d'emploi. La CEF a eu une influence réelle. La commission d'économie du PCF poursuit ses travaux. En 2010, ce que tu disais tout à l'heure, nous avançons nos propositions pour une loi de sécurisation de l'emploi et de la formation. On avait même fait avec un ami qui était, parce qu'il était déjà juriste, on avait écrit de nouveaux articles du Code du travail qui avaient été élaborés avec les collectifs d'économie politique, des juristes, des syndicalistes, des responsables régionaux de l'emploi. Et donc, il s'agit de construire un service public et social de l'emploi et de la formation auquel chacun, c'est ça qui est important, chacun adhérerait automatiquement, comme à la sécurité sociale. Puis en 2017, notre projet débouche sur une nouvelle proposition de loi très concrète qui avait été déposée par André Chassaigne à l'Assemblée nationale. Le PS va reprendre l'idée de sécurité sociale professionnelle. Mais lors du débat télévisé des présidentielles de 2017, entre Ségolène Royal et Sarkozy, inspiré par Cahuc et Borloo, parle de sécurité sociale professionnelle.
mais pas Ségolène Royal. Alors que Bocara avait débattu dans la campagne présidentielle avec Gaëtan Bors, qui était le porte-parole de Ségolène Royal, sur la sécurité sociale professionnelle et sur l'emploi. Et Gaëtan Bors déclarait devant les journalistes: on ne peut pas parler de la sécurité sociale professionnelle sans parler de Paul Bocara. Exit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors. Oui, est-ce qu'on peut mieux définir qu'est-ce qu'on entend par formation? Parce qu'actuellement, les formations sont dominées par des grands groupes qui font du profit avec les CPF. Enfin, les comptes, je sais plus comment on appelle ça, dans le privé, ils ont des comptes qu'ils alimentent pour financer les formations. Et je vois quand on a l'APA ou des groupes comme ça qui dominent le marché de c'est un marché, la formation. Oui, c'est un marché, oui. Alors que, à contrario, on a la fonction publique, on a la formation, on a une formation ouverte, régulière, automatique, voire obligatoire, sans devoir passer par ces organismes privés. Elle est faite plutôt en interne. C'est quel modèle que tu vises? J'imagine que c'est plutôt un modèle fonction publique où ces formations sont dans le parcours du fonctionnaire et pas externe avec des contrats. Alors justement, c'est une vraie question parce que il y a énormément d'organismes de formation. Il y a des formations syndicales. Il y a des formations paritaires au sein même d'une industrie. Il y a des formations, donc là c'est la formation continue, dont l'objectif normalement est d'être orienté vers un meilleur emploi. Mais effectivement, la formation est devenue un fromage. Ça, c'est vrai que c'est une grosse question. Alors, dans le bouquin, là, je pense que, est-ce qu'il met le bouquin sur la CEF? Je sais pas si, il y a une analyse, il y a un chapitre important sur la formation. Je sais qu'il y a le numéro des copos, je savais pas qu'il y avait un bouquin. Oui, il y a un bouquin de 2002 qui s'appelle Une sécurité d'emploi et de formation pour, oui. Ah oui, ben je regarde absolument encore, là. Non, je regarde, bouge pas. La couverture de quelle couleur? Alors, c'est la couverture du temps des cerises. D'accord. Non, c'est pas ça. Il y a du orange. Non, c'est pas ça. Je suis pas sûr, ça me dit rien. Je connais pas par cœur la ça était là, salut était, mais... C'est peut-être caché. Bon. Ben, si quelqu'un l'a pris, ben, c'est pas mieux, ça fait un peu, hein. C'est mieux que ça reste à l'enterrement. Il est encore d'actualité. Alors en fait, il est d'actualité sur le fond, mais il n'est pas du tout d'actualité sur les faits, parce que 2002-2025, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Mais au niveau des principes, oui. Et qu'est-ce qu'on diffuse là-dessus? Je ne sais pas, est-ce que par exemple on diffuse ça? Au revoir. C'est le numéro, mais ça date de 2020. Le dossier, c'était la scène. Oui, je crois, oui, bien sûr. Il y a aussi l'article il y a aussi un très gros article de Frédéric, oui, on peut prendre ça, oui, on peut prendre ça. Oui, bien sûr. Oui, on peut prendre ça. Mais c'est vrai que la question, effectivement, la question de la formation, c'est-à-dire dans le chapitre, oui, je pense qu'il y a un travail à faire, parce que je ne le vois pas, là, c'est... J'ai pas vu la loi Chassaigne. Mais pourtant, j'ai lu, c'est dans l'année, quelque chose, sur le projet de loi Chassaigne. Mais je ne sais plus où. Ben oui. C'était forcément le numéro des copos. Oui. Oui, il y a aussi des conférences régionales. Oui, ça peut être ça. Hein. Il n'y a pas le HSN, ça m'embête. Alors que j'ai lu, donc je sais qu'il y a quelque chose là-dessus. Oui, parce que Frédéric, il avait fait un truc devant la liste de la loi, ce que j'ai lu.
Le projet de loi du Chassaigne, l'espoir était que ça passe à l'Assemblée nationale. Comment? Le projet de loi de Chassaigne il y avait l'espoir de le faire passer à l'Assemblée. Bah oui, bien sûr. J'arrive pas à savoir j'arrive pas à savoir ce que c'est devenu, s'il n'y a pas eu de niche là, je sais pas. Non, en tout cas, c'est pas passé. La question de savoir si c'était conçu comme une sorte de provocation ou si c'était... Non, c'était... Non, mais il y a d'ailleurs eu un énorme événement à l'Assemblée nationale sur la CEF. Il y a eu un énorme événement. Alors oui, je retiens ce que tu as dit là sur la formation, effectivement. Je vais poser la question parce qu'on a un ami qui travaille à la CGT justement sur la formation. Enfin, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a donc eu ces deux propositions de loi, dont celle déposée par Chassaigne, et puis en réalité, Frédéric Bocara, qui est au Comité économique national, il a fait un énorme truc, même un CN, il y a même eu un CN sur la CEF, mais en réalité, c'est pas repris, hein. En réalité, c'est repris que par nous, par des syndicalistes, c'est pas repris, hein. C'est quelque chose de très important. C'est pas repris. Nos propositions. C'est concrète, quoi, justement. Et ça parle. Oui, et puis, le mot que t'employais, l'éradication du chômage. Oui, ça parle. Par rapport oui, ça parle. Le plein emploi des autres. Et alors, surtout que l'éradication du chômage, mais vous n'êtes pas à la rue. Vous gardez un revenu, que vous vous formez pour avoir un autre emploi. La dignité de la personne. Mais c'est ça. Ne plus exclure. Bien sûr. Parce qu'elle a un statut de formation. Il y a des choses. Et le mouvement. Parce que c'est vrai que et le mouvement. En fait, quand on est au chômage, on. Oui, le mouvement, c'est ça, exactement. Bah oui, c'est ce que je. C'est exactement ça, C'était quand même un petit peu dans le programme, non? Enfin, Fabien parlait. C'est dans le programme. Et Fabien a quand même parlé plusieurs fois de formation à vie. Enfin, je ne sais plus comment il formulait ça. Oui, mais c'est pas le haut du panier, oui, ça. Oui, non, il faut vraiment le pousser pour qu'il arrive à dire un mot là-dessus. Hein. Ça, c'est ça le problème. Hein. Non, c'est vrai. Oui, ça a été dans tous les textes. Bon, c'était difficile à mettre. Hein. Mais ça a été dans tous les textes de congrès depuis un moment. Tous les textes de congrès, y compris le dernier. Et malheureusement, ça reste... c'est un grand truc, quoi. C'est vrai. Dans la campagne de 2022, des présidentielles avec Fabien Roussel qui était candidat, il me semble qu'on a beaucoup parlé à ce moment-là. En tout cas, nous, on peut en parler. Bien sûr. Et puis, le petit bouquin à 2 €, là, qu'on a diffusé pendant la campagne de 2022, il en parlait aussi. C'était quoi le petit bouquin? Eh ben, on a fait toute la campagne des présidentielles de 2022. Dans le porte-à-porte, on diffusait, et c'était le format d'un livre de poche. Et il y avait donc toutes les propositions de 1 à 40 et quelques. Et c'est le programme. Oui, c'était le programme. Oui. Là, enfin, je me souviens que dans le porte-à-porte, justement, j'ai beaucoup utilisé ça. Et puis, pour discuter avec les gens, pour me différencier des autres. Et alors, voilà ce que c'est qu'une militante. Ah bah, ça a été mon début de... J'étais très très longtemps sans porte-à-porte et c'est grâce à Ecopo et ce bouquin c'est formidable. que je me suis remise. Ouais, c'est formidable.